Donc, nous avons eu comme forme de réflexion collective un sondage, des ateliers, troisième moment maintenant de réflexion collective avec une recherche universitaire, une recherche qui a été menée dans le cadre de la chaire Transition démographique et Transition économique, TDTE, au sein de l'Institut Bachelier. Une recherche en 2 temps, avec d'abord une revue de littérature et puis une enquête de terrain qui vient compléter le baromètre avec un regard, des analyses différentes de ce que nous a présenté Assaël. C'est François-Xavier Albouy, économiste directeur de recherche à TDTE, et Marie Blaise, chercheuse en économie au LISER, le Luxembourg Institute of Socioeconomic Research, qui vont nous présenter les résultats de ce travail. Invité à cette réunion que jusque-là j'ai trouvé rondement menée et fort passionnante. et la chaire Transition démographique, se flatte d'avoir comme partenaire historique la Mutuelle Générale et travaille sur toutes les questions qui sont liées au vieillissement, au fait qu'on vit avec... on appelle ça la société du vieillissement, c'est-à-dire on vit maintenant à 4 ou 5 générations qui coexistent. Et ça pose évidemment plein de questions, plein de problèmes, et on essaye d'esquisser des solutions. Dans le cadre de cette journée, on a effectué avec Marie, qui est une brillante économètre, qui a fait, il faut le souligner parce que c'est assez rare, sa thèse sur la dépendance, donc qui travaille au LISER, comme vous l'avez rappelé. Une étude assez exceptionnelle, je trouve, parce qu'elle est très approfondie avec un panel d'entreprises très bon, et on l'a fait grâce à l'aide que nous ont apporté Pierre Denis et Christophe Morange sur ce sujet. Donc je te laisse peut-être un peu présenter l'étude en quelques mots, et puis on rebondira après. Merci beaucoup. Merci François-Xavier. Je tenais tout de même à remercier l'ensemble des membres de la chaire Transition démographique, Transition économique, ainsi que l'Observatoire solidaire de la Mutuelle Générale et évidemment l'ensemble des participants à l'étude. Donc cette étude, elle traite des aidants en entreprise et elle a un objectif double. Le premier, c'est d'étudier les dispositifs mis en place en faveur des aidants au sein des structures et d'en dresser une typologie. Et puis, un second objectif qui est d'évaluer les impacts économiques, financiers, mais également sociétaux de ces dispositifs. Comme vous l'avez rappelé, c'est une étude qui est en 2 phases. Une première phase rédactionnelle, finalement qui rassemble les travaux existants sur les aidants en entreprise, qui sont très peu nombreux du point de vue de l'entreprise. Et puis une seconde phase qui est une enquête qualitative à travers l'administration d'un questionnaire auprès d'un panel de structures. Ce panel, il est composé de 10 structures qui ont répondu positivement à notre invitation et qui ont été d'accord de faire avec nous un entretien d'environ 1h15 en visioconférence, évidemment. Et puis, c'est un entretien qui est basé sur un questionnaire qui a été volontairement ambitieux, plus de 80 questions. Et donc, ces entreprises ont accepté de nous suivre tout au long de cette étude. La première question de ce questionnaire, très simple, comment définissez-vous les aidants ? Et là, on s'est rendu compte que finalement, il n'y a pas de consensus puisque 70% des structures interrogées définissent les aidants, mais 30% ne le font pas. Et parmi les 70%, 5 entreprises se focalisent sur la notion de proche aidant, alors que 2 se focalisent sur la notion d'aidant familial. Donc déjà là, il y a un problème. Ensuite, sur les 10 entreprises que nous avons interrogées, 6 ont pu nous donner des informations quantitatives sur le nombre de collaborateurs aidants, par exemple. Et grâce à ces données quantitatives, nous avons pu calculer que les aidants représentent moins de 2% des collaborateurs. En extrapolant ces données-là, grâce à l'étude de Malakoff Humanis, selon laquelle 19% des salariés sont des aidants, nous avons pu également dire que plus de 90% des aidants ne sont pas identifiés, ne se sont pas déclarés à leur hiérarchie. Une seconde partie de l'étude s'est intéressée aux différents dispositifs mis en place en faveur des aidants au sein des structures que nous avons interrogées. Et là, 3 catégories principales se dessinent. Une première catégorie rassemble finalement les solutions qui sont communément adoptées par le panel à 90% ou la totalité du panel. Ces solutions-là, ce sont la flexibilisation et l'aménagement du temps de travail, d'une part, et d'autre part, le don de jours via soit un fonds de solidarité ou via un accord d'entreprise. Une seconde catégorie de solutions rassemble cette fois-ci des solutions qui sont mises en place, mais plutôt au cas par certaines entreprises, mais pas par d'autres. Et là, il y en a 3. La première, c'est le recours à une plateforme d'assistance, puisque environ la moitié du panel a ou va avoir recours à une plateforme d'assistance.
Une seconde solution, c'est la création, soit à l'initiative de la hiérarchie, soit à l'initiative des collaborateurs, soit de façon interne, soit de façon externe, enfin sous différentes formes, de réseaux informels des aidants qui prennent des noms différents tels que cercle des aidants, communauté des aidants, café des aidants. Une troisième solution qui est adoptée au cas par cas, c'est pour certaines structures l'implication quasi systématique du service social avec une assistante sociale à demeure qui fait réellement le lien entre le terrain, les collaborateurs et puis la hiérarchie. Et enfin, une troisième catégorie de solutions qui là inclut des solutions qui ne sont pas mises en place, qui ne sont pas actionnées et qui sont parfois même méconnues. Et cette catégorie-là, elle rassemble le congé proche aidant, le droit au répit et le haut degré de solidarité, qui sont tous trois des dispositifs légaux. Une troisième partie de l'étude a eu pour but de mettre en relation, en tout cas de se poser la question du lien entre les deux éléments que je viens de mentionner. D'une part, l'identification des aidants et puis d'autre part, les dispositifs mis en place. Autrement dit, est-ce qu'il y a un lien entre tel ou tel dispositif mis en place et puis une identification plus rapide ou plus facile des aidants en entreprise? Une première réponse, c'est non. Il n'y a pas de corrélation significative, en tout cas, entre les différents dispositifs mis en place et puis l'identification des aidants. Néanmoins, pour aller un peu plus loin tout de même et pas se satisfaire de ce premier résultat, on a voulu tenir compte de l'hétérogénéité du panel, puisqu'on avait quand même 10 structures, mais de taille et de type différents. Donc on a conduit une analyse un peu plus fine selon le type et la taille de la structure. Concernant le type de structure, on a fait une distinction entre les administrations publiques et les entreprises. Et là, concernant l'identification des aidants, il n'y a pas non plus de différence. C'est-à-dire qu'on soit dans une administration publique ou dans une entreprise, on n'identifie pas mieux ou pas plus facilement ou plus rapidement les aidants. Par contre, il y a des différences par rapport aux dispositifs mis en place. Par exemple, les administrations publiques que nous avons interrogées ne sous-traitent pas. Elles ne font pas appel, par exemple, à une plateforme d'assistance et elles n'ont pas non plus pu budgétiser le montant du dispositif mis en place. Au contraire, les entreprises, elles, se sont saisies de la problématique de l'aidant un petit peu plus tôt dans le temps, puisque leur dispositif est plus ancien en moyenne de 2 ans par rapport aux administrations publiques. Ensuite, concernant la taille des structures du panel, on a fait une distinction entre les entreprises de plus de 10 000 et de moins de 10 000 collaborateurs. Donc, ce sont tout de même des groupes de taille assez importante. Et là, le résultat le plus intéressant, c'est que cette fois-ci, les aidants sont 3 fois plus identifiés dans les structures de moins de 10 000 collaborateurs. Plus facilement, plus rapidement, on ne sait pas, mais en tout cas, ils sont plus identifiés, 3 fois plus identifiés par rapport aux structures de plus de 10 000 collaborateurs qui, pourtant, elles, ont mis plus souvent actionné des dispositifs légaux et qui ont davantage mis les moyens financiers nécessaires. Globalement, les représentants que nous avons interrogés ont estimé que les directions générales considéraient la problématique de l'aidant en entreprise comme importante, au même titre que l'égalité professionnelle et au même titre que le handicap, qui sont des obligations légales. Néanmoins, on s'est rendu compte que concernant les mesures d'impact et les outils à la disposition des entreprises pour mesurer l'impact de ces dispositifs, qu'ils soient économiques, financiers ou sociétaux, il n'y en a pas. Et il n'existe pas, en tout cas pas pour l'instant. Un exemple très simple qui est celui de je crois qu'on l'a mentionné un peu plus tôt dans la matinée, qui est celui des indicateurs de santé au travail, notamment la QVT, les RPS, la conciliation vie pro, vie perso, l'épuisement professionnel. Tout ça, ce sont des problématiques desquelles se sont saisies les entreprises. Elles ont mis en place des actions, mais des actions globales qui ne permettent pas d'identifier une sous-population spécifique, de telle sorte qu'il n'est pas possible de suivre, par exemple, l'évolution de la santé au travail des aidants, et donc il n'est pas possible de savoir si le dispositif a eu un impact positif ou non. Au-delà de l'impact des dispositifs qui ont été mis en place au sein des structures, on s'est également posé la question de l'impact de la présence même des collaborateurs aidants au sein d'une structure, en se focalisant sur la question des compétences. Et donc, on a demandé aux représentants de structure s'ils pensaient que des collaborateurs aidants, du fait de leur situation d'aidance, pouvaient peut-être développer des compétences transversales. Et là, 40% du panel, donc 4 entreprises sur 10, nous répondent de façon très convaincue, je dois le dire, qu'effectivement, ils pensent que les aidants développent des compétences et citent notamment le sens de l'organisation, l'adaptabilité et puis la résilience. Ce qui signifie également que 60% du panel ne nous a pas répondu non, mais nous a répondu je ne sais pas. Je n'ai pas de mesure, je n'ai pas d'outils de mesure à m'apporter, je n'ai pas d'outils adéquats, je ne suis pas en capacité de répondre de façon objective à cette question. Sur la base de ces résultats-là, des diagnostics qui ont été faits, il y a tout de même quelques
recommandations, disons, qui ont été émises dans l'étude. Alors, c'est une liste non exhaustive, mais je vais en parler très, très rapidement. Ça a été mentionné, je crois, dans l'atelier 2, la nécessité d'avoir une définition harmonisée et universelle. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir des entreprises ou des structures qui utilisent des définitions différentes donne lieu à des situations complètement inédites. Par exemple, on pourrait considérer qu'un collaborateur est aidant dans une entreprise, mais pas dans une autre. Si l'une utilise la notion d'aidant, de proche aidant, et puis l'autre utilise la notion d'aidant familial. Donc, première situation assez inédite. Deuxième situation inédite, ces définitions ne sont pas toujours en adéquation avec l'accès à certains dispositifs légaux. Ce qui signifie qu'on pourrait également avoir une situation où un collaborateur est aidant au sens de son employeur et donc pourrait bénéficier des dispositifs mis à sa disposition en interne, mais peut-être pas au regard de la loi et donc ne pas bénéficier par exemple du congé proche aidant. Et puis situation inverse. Donc première recommandation est celle de se focaliser sur une définition harmonisée qui pourrait être basée sur la définition de la COFAS, qui est la Confédération des organisations familiales de la Communauté européenne, et qui définit l'aidant comme une personne qui fournit une aide non professionnelle à une autre personne en situation de dépendance, handicap ou maladie, avec qui elle entretient des liens étroits et stables, avec toute la difficulté de définir les liens étroits et stables. Ensuite, une deuxième recommandation est celle de la nomination d'un référent au sein des structures pour la problématique des aidants, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, dans cette étude, on a interviewé pas mal de personnes, de postes différents, de profils complètement différents, et on a fait face à la difficulté de trouver la personne adéquate au sein de la structure, et c'est pour cette raison d'ailleurs que certaines entreprises n'ont pas pu être incluses dans le panel, parce qu'on n'a pas trouvé, même en ayant des contacts en interne, on n'a pas trouvé la personne qui était susceptible de répondre à nos questions sur les aidants. Donc une idée pourrait être la nomination du DRH comme référent aidant avec une extension de ses missions et parmi lesquelles la valorisation de l'offre de service lors par exemple des entretiens d'embauche. Une dernière recommandation concerne évidemment les compétences, qui est quand même une partie assez importante de cette étude, avec l'extension de la valorisation des acquis de l'expérience, des compétences personnelles aux compétences professionnelles recherchées au niveau professionnel, qui pourrait s'insérer dans une action beaucoup plus globale de refonte de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, par exemple en cartographiant les compétences nécessaires en adéquation par exemple avec celles des fiches emploi. Un dernier mot qui me paraît très important concernant la spécificité de certains secteurs d'activité, notamment ceux de la santé, du soin et du care, où là, les aidants informels pourraient faire valoir non seulement des compétences transversales, mais évidemment des compétences techniques. Merci. Ça a été très complet, donc je vais être très rapide. Ça nous montre que, c'est quand même un truc absolument incroyable. C'est un risque massif et qui est masqué. C'est quelque chose d'assez étonnant. Donc il faut plusieurs solutions pour en sortir. Ce qu'on prétend à la chaire et à la suite de tes travaux et puis d'autres, c'est qu'il faut peut-être sortir du registre de la compassion pour passer à l'action. Et tu as indiqué des thèmes qui nous sont très chers à la chaire, qui sont ceux de la valorisation des acquis de l'expérience. Évidemment, on l'a tous vécu. Quand on est en situation de management, c'est un collaborateur ou une collaboratrice un peu discret, timide, etc., qui se retrouve en situation frontale à gérer différents services, des spécialités médicales, etc., et qui, du coup, prend l'initiative et acquiert, comme tu l'as souligné, le sens de l'organisation et ainsi de suite. Et ça répond à un des besoins qui me semble, mais il faudra l'étudier, pourquoi les gens ne se déclarent pas. Mais peut-être tout simplement parce que ce qu'ils ont à gagner en se déclarant, et or, quel est l'un des problèmes posés par l'aidant, au-delà des problèmes psychologiques, moraux, affectifs, familiaux, etc., l'un, c'est la perte de chance professionnelle. Et ça va être de plus en plus fort, puisque l'âge moyen de l'aidant tend à reculer. Et si je me retrouve en situation d'aidant, je suis dans un dilemme que vous avez bien décrit tous, qui est de dire, il faut bien que je m'occupe... mais en même temps, ça freine ma progression professionnelle. Il y a donc une perte de chance. Compenser cette perte de chance peut aider à ce que les gens se déclarent. Et on y a intérêt. L'entreprise, comme vous l'avez expliqué, a intérêt à ça. Enfin, bon. Et donc, dire se déclarer comme aidant, c'est pouvoir bénéficier, au-delà de cette période qui est évidemment traumatisante,
de valorisation des acquis de l'expérience et d'une évolution dans la carrière, entre guillemets, est peut-être un déclencheur important. Le deuxième que tu as souligné, qui pour nous important aussi, et qu'on va essayer de caractériser, c'est de dire, mais pourquoi on n'en parle pas lors des entretiens d'embauche ? C'est complètement idiot. Évidemment, le jeune recruté, diplômé, qu'on veut absolument avoir dans l'entreprise, il n'est pas forcément concerné en direct, mais il peut l'être. Et puis deuxièmement, lui signaler que dans l'entreprise, si un de ses collaborateurs ou collègues est affecté par le problème, il peut s'adresser à un service. C'est une manière habile de diffuser le message et de montrer l'intérêt que l'entreprise y attache. Et puis il y a un troisième registre, mais qui est plus au niveau de l'économie de l'assurance, mais comme on est à la Mutuelle Générale, ça nous intéresse tout particulièrement, c'est on a fait le constat dans un autre registre que le manque, enfin, il manque aux couvertures de prévoyance en France un chiffre colossal de 12 milliards d'euros. Je n'ai pas le temps de vous détailler comment on a fait cet été. C'est considérable, parce que c'est 12 milliards qui manquent au secteur médico-social. Il manque évidemment aux primes collectées par l'AMG et ses chers confrères, mais c'est pas ça le sujet. C'est 12 milliards qui manquent au secteur médico-social. Et pourquoi ça ? Ben, on va pas faire l'histoire, mais en gros, on s'est beaucoup occupé dans le dialogue social et avec les partenaires sociaux de retraite, de santé et de chômage, mais depuis le début du siècle, les garanties prévoyance ont assez peu évolué. Et donc ça a été souligné en tout début d'intervention, de faire de ce risque massif et silencieux qu'est l'aidance, entre guillemets, un des axes forts des garanties prévoyance collective nous paraît aller dans le bon sens. Je vous remercie. Merci de cette étude. Moi, je suis fasciné par la question de la définition, hein. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être un réflexe de journaliste, il faut d'abord savoir de quoi on parle avant d'en parler, mais on voit bien que sur cette question de l'aidance, c'est absolument crucial en entreprise, et qu'il y a un écart inévitable entre une définition légale et une définition réelle, mais que là, l'écart est visiblement beaucoup trop grand. Le deuxième point, c'est évidemment le besoin d'un référent d'une manière ou d'une autre, enfin de quelqu'un au sein de l'entreprise qui puisse gérer ça. Je suis frappé aussi par la question de la proximité, hein, c'est qu'évoquait Laurent Delannoy. Dans une petite entreprise, on identifie davantage les aidants que dans une grande, alors que souvent les grandes entreprises sont mieux outillées. Et là, on a l'impression qu'on a un petit peu le problème inverse. Et puis le quatrième point qui m'a frappé, c'est l'écart. Vous dites 90% de non déclarés. Alors ça vient peut-être d'une question de champ d'entreprise, de taille d'entreprise, mais par rapport au tiers qui m'avait obsédé chez Asael, ça montre aussi que on n'en est qu'au tout début, quoi, quand on a des écarts pareils. Et puis un dernier, une curiosité, mais c'est encore le journaliste qui ressort, excusez-moi, mais c'est l'envie de savoir comment ça se passe ailleurs aussi, dans les autres pays. Ça, j'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir travailler là-dessus, parce que il n'y a pas des salariés aidants qu'en France. Voilà. On a beaucoup étudié ça, on pourra. Oui. Pas le temps, mais Micro. Il y a des solutions très intéressantes dans d'autres pays. Et on a vu par exemple à Taïwan, il existe des centres de ressources territorialisés dans les petites communes, etc., où il y a toutes les ressources pour les citoyens qui sont en situation d'aidance. Et ça semble fonctionner très bien. Tout à l'heure, vous avez employé un barbarisme d'acronyme, le TAP, c'est plus quoi. TCAPSA. Dans un autre barbarisme qui est un anglicisme, on appelle ça un care manager. Ouais. Et les care managers existent. Alors bon, c'est un anglicisme, je le confesse, mais c'est assez. Le care manager est très utile dans beaucoup de pays pour coordonner parce que c'est très vaste les besoins d'un aidant. Je n'en dis pas plus. Bon, merci Marie, merci François-Xavier.